Le prochain conférencier, ce sera une présentation virtuelle. Jacqueline Kunlis. Vous avez tous reçu ce livre publié dernièrement qu'elle a écrit. Il s'appelle Décoloniser les données. Et ça nous intéresse de voir les données dans un contexte urbain. Donc, ça va nous aider à informer nos pensées sur l'importance sur les données que nous avons retenues comme autochtones en milieu urbain. Donc, nous avons une présentation pour 1 heure et à peu près 15 minutes pour poser des questions. Et on va faire des mots de clôture pour terminer la journée. Donc, Jacqueline, merci beaucoup. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Super. Donc, merci à tous. Il me fait plaisir d'être ici. Je suis ici sur le territoire traditionnel des peuples qui parlent de Tangwen, de Esquimalt et les nations de Victoria, où je vis avec ma famille, je travaille. Fait qu'il y a des gens qui sont situés dans d'autres parties du pays. Donc, je vous invite à honorer ces territoires traditionnels et je suis tellement ému d'être avec vous aujourd'hui pour l'échange. Et on mentionne à Chelsea et Erwin m'avoir invité, donc merci. Je vais me présenter. Je suis ambassadeur biracial de Asset indienne de côté de Hyderabad, du côté de mon père, et écossais et anglais du côté de ma mère. J'ai mentionné ma famille pour le respect, par respect. Je suis endetté vers mes ancêtres pour leur soutien pour mon travail, comme ma famille et mon expérience vécue m'avait beaucoup influencé pour les approches anti-racisme et anti-oppression dans mes pratiques de recherche. Je trouve, quand on parle de mon travail de recherche, avant de commencer, j'aimerais exprimer ma gratitude au Dr. Charles Dopi, qui est un chercheur autochtone en santé qui a donné les mots aussi pour l'avant-propos. Elle m'a aidé à formuler le livre. Elle a été un mentor qui m'a beaucoup soutenu. Et je suis reconnaissant envers mes partenaires de recherche, Sharon Waters, et l'éditeur et l'Université de Toronto Press et tous les chercheurs autochtones qui ont pris le temps pour réviser le travail, pour offrir leur réflexion pour des considérations dans le livre qui a renforcé le contenu. Je suis reconnaissante aussi à l'artiste métisse Christy Belcourt qui a contribué ses œuvres d'art et il y a des qui évoquent bien le contenu. Ça s'appelle Sagesse d'univers. Christy l'explique d'une façon qui résonne beaucoup avec moi et capte ce que je trouve est l'esprit du livre. Donc, dans les mots de Christie, la planète contient tout l'ADN et la sagesse de l'univers et la capacité de se régénérer dans son ADN. Et nous avons la capacité de changer ce que nous faisons pour que ça s'effectue. Donc, cette œuvre de coloniser les données, ça parle de transformation. Comment on peut utiliser les données pour transformer la vie des gens. Donc, dans la prochaine diapo, je vais vous donner un survol, un bref survol de ce que je veux partager avec vous sur la gestion des données en recherche équitable, des principes directeurs, ou un cadre éthique et le rôle de la gouvernance des données qui est critique pour la recherche communautaire et aussi la souveraineté des données et ultimement dans l'autodétermination. Alors, pour vous donner un peu d'historique ici, avant de retourner pour poursuivre mon doctorat en 2011, et j'ai travaillé avec le gouvernement fédéral. J'ai géré les services de recherche
dans l'initiative Rassembler nos forces, qui est sortie de la Commission royale des peuples autochtones. Et dans cette initiative, j'ai travaillé dans les programmes de formation statistique. Donc, j'ai pu travailler avec les communautés autochtones à travers le Canada et d'avoir une analyse de données, surtout d'une perspective quantitative. Ce parcours a donné beaucoup d'enseignements dans beaucoup de façons, qui a eu des recherches qui sont faites avec la communauté. Et le livre que vous avez émergé par ces expériences et aussi qui s'est intégré dans mon travail de doctorat dans beaucoup de relations. La première fois, c'était quand j'ai voyagé au pays de Bhoutan, qui se trouve entre la Chine et l'Inde, le centre de bonheur mondial. C'était une initiative qui présentait d'avoir une approche décolonisée envers les métriques du mieux-être. Cette expérience et cet échange de savoir m'a fait réaliser que comment les systèmes de savoir autochtone peuvent créer des résultats de mieux-être qui sont enracinés dans ce qu'ils valorisent. Et ces progrès peuvent avancer avec le temps. La deuxième relation avec mon collègue et ami de longue date, le Dr. Sharon Waters, qui vient de la communauté de Chemainus sur l'île de Vancouver et l'agent médical en chef pour le Vancouver Island Health. Nous nous sommes rencontrés en 2012 dans une conférence de données sur les données pour les Autochtones. Elle a parlé des métriques du mieux-être. Elle m'a approché. Elle m'a demandé à quel point elle trouvait que les données étaient importantes dans la santé. Les données doivent transformer la vie des gens pour augmenter la santé et le mieux-être. Et elle était d'accord aussi. On s'est connecté tout de suite et on voulait créer une autorité de santé pour les Premières Nations qui est arrivée en 2018 en utilisant la perspective des Premières Nations sur le mieux-être. Donc, je partage ces histoires avec vous parce que les gens que je rencontre sont reflétés dans les données, mais ce sont des relations qui sont importantes pour moi, qui donnent forme au livre avec des approches équitables et diversifiées pour refléter comment travailler avec des systèmes de savoir autochtones pour aborder des inégalités dans les services sociaux et la santé. En abordant ces méthodologies, je regarde l'inégalité d'une perspective sociologique et aussi l'approche de regarder avec les deux yeux proposée par l'aîné Marshall vers les méthodes de recherche en regardant les façons dont les pratiques de recherche quotidiennes, les façons de faire la recherche peuvent contribuer à la décolonisation des résultats de santé pour les peuples autochtones. Alors, quand on pense aux données, il y a beaucoup de choses qui viennent à l'esprit pour les gens. Et ce que j'ai appris dans le processus, ce n'est pas juste des chiffres et des enquêtes. Les données couvrent une grande portée de cette sorte de savoir différentes aussi, une grande gamme ici. Ce n'est pas exhaustif ici, mais juste pour vous donner une idée que les données peuvent venir d'une présentation. Ça peut informer la politique. C'est une communauté de pratique. Ça peut être des données non traitées, des codes, des scripts hiérarchiques, des données numériques. Tout est donné. Ça décrit un phénomène, un événement, des livres, des articles, des blogs, des sites web, des publications. Ça peut être un continuum sur le temps, comment on voit le monde, une lentille, une fenêtre, des informations qu'on rassemble, des chiffres, des graphiques aussi, les paramètres des tables. Il y a beaucoup de diversité quand on parle d'un écosystème de données. Donc, je voulais juste le partager avec vous. Et ça l'a dit au travail que j'ai fait pendant, j'ai passé du temps pendant. J'ai fait le postdoctorat à l'Université de Victoria et j'ai fait des recherches à travers l'écosystème. Lorsque j'ai rencontré des gens à l'université, je voulais vraiment savoir ce qu'ils pensaient de leur paysage numérique. Alors, ça vous donne quelques mots que les gens utilisaient pour décrire leurs expériences avec les données.
les humanités, ils ont dit que c'est comme un classeur. Ici, nous avons des manches aussi. Dans les classeurs aussi, des dossiers qui se trouvent de cette façon. On a créé des PDF, des images, des sites web, mais c'est toujours des données plates. Et comment on les données en rapport avec le monde. Ça doit être lié, ancré dans un sens de langue, les cérémonies aussi à à vous. Et les histoires aussi pour les interrelations qui sont clés pour les formes de données. Et c'était données non traitées, traitées, des images. Il y a des lignes aussi avec le temps des échéances, des gens qui viennent des sciences et des beaux-arts. Il y a quelqu'un qui a mentionné, c'est tout, le savoir, les informations, les histoires, du commérage, des rumeurs, des chants. Et je partage ceci avec vous pour donner une interprétation de comment ils peuvent travailler avec les données. Dans la prochaine diapo, je voulais partager avec vous, et ce n'est pas une liste exhaustive, mais juste des exemples de sortes de méthodes ou d'outils que les gens peuvent utiliser pour collecter ces données. Donc, ça peut être par l'observation et la participation, ça peut être les entrevues, la structure, ça peut être approfondi, des chats en ligne, les sondages aussi, qui pourraient créer des données quantitatives, des cérémonies. Sean Wilson, qui parle de la recherche sur les cérémonies, les conversations communautaires. Le scientiste social va l'appeler des groupes focus. Ce n'est pas une liste exhaustive, juste pour vous montrer de plusieurs façons qu'on peut utiliser de différentes méthodes pour collecter des données. Donc, cette partie me fait penser aux données dans le contexte d'un écosystème. Une fois que nous commençons à considérer les données de cette manière dans un écosystème, ces données auront une longévité, un cycle de vie. Et je voulais partager avec vous quelques réflexions que j'avais par rapport à ce cycle de vie pour les données et la gestion de ces données. Les données, c'est un cycle de vie et la gestion, c'est de superviser toute la trajectoire des données à partir de ses créations jusqu'à son archivage ou son inutilité. Nous devons aussi assurer sa sécurité, que ça demeure pertinent et valorisé pendant tout son cycle de vie. Donc, de gérer ce cycle de vie assure une bonne utilisation des données et réduit les risques de perte de données. Lorsque nous considérons un cycle de vie, je pense à un processus et dans ce cycle, il y a différentes étapes. Et cela peut passer par la planification, les discussions, des réunions, jusqu'à commencer à colliger des informations et de prendre ces données, traiter ces données d'une manière ou d'une autre, de les résumer, analyser, trouver un moyen de les préserver, sécuriser et aussi la mobilisation, donc le partage des connaissances, partage d'informations et souvent la réutilisation. Alors, ce ne sont pas toutes les étapes, il peut y avoir d'autres composantes à l'intérieur de ces étapes, mais c'est pour vous en donner une idée générale. Et alors que j'ai travaillé dans ce domaine depuis 2 décennies et demie maintenant, j'ai pensé à ce que cela voulait dire pour les données autochtones. Alors, lorsque nous pensons au cycle de vie et on pense à la complexité et à la diversité des données, nous devons considérer parfois les aspects de gestion ou de gouvernance des données parce que cela devient un cadre pour gérer ce processus pendant son cycle de vie ou sa trajectoire. Et si c'est nouveau pour nous, la gouvernance ou la gestion des données, je sais que ces informations peuvent être représenter beaucoup pour vous. Je vais vous envoyer les diapositives si vous voulez. Mais depuis 2 décennies environ, les gouvernements autochtones et les organisations autochtones, il y a eu beaucoup de discussions par rapport à l'accès aux données et les méthodes utilisées pour colliger ces données. Et lorsque je pense aux données et à la recherche, je sais que ces termes en particulier ont des connotations douloureuses pour beaucoup d'Autochtones au Canada.
Il y a beaucoup d'exemples au cours de l'histoire par rapport à l'exploitation non éthique et des méthodes utilisées avec les communautés autochtones. Lorsqu'un gouvernement autochtone prend le contrôle des données par rapport à leur peuple, je crois qu'il gagne en pouvoir par rapport à ce que ces données veulent dire et peuvent soutenir ensuite les efforts vers l'autodétermination et la souveraineté. Certainement, la collecte de données existe depuis longtemps. Les Autochtones ont colligé les données dans leur communauté depuis toujours. Donc, ce n'est pas une nouvelle manière de gérer l'information, mais de colliger les données, c'est un processus de gestion en continu. On parle de conserver les données, donc de créer, collecter et s'occuper de ces données, partager cette information, de voir son potentiel dans différents domaines. Ça pourrait être catégoriser, cataloguer, l'archivage, la préservation et aussi la préservation des données, de promouvoir la réutilisation et de nouvelles combinaisons de données pour d'autres valeurs ajoutées. Il y a deux sortes de rôles qui sont souvent impliqués dans ce processus. Premièrement, des conservateurs. Ils détiennent les ensembles de données et les métadonnées pour assurer davantage de contexte pour les utilisateurs des données. Ensuite, les intendants. Ils sont aussi propriétaires des banques de données et des systèmes de connaissances en lien avec ces données. Alors, comment cela s'applique aux Autochtones et aux communautés autochtones au niveau de la gouvernance et gestion des données? Premièrement, c'est très important d'en parler. C'est un bon moment pour en parler. Si nous pensons à ces initiatives de collecte des données, que ce soit des organismes du gouvernement fédéral, provincial, OSBL, ça peut être différents outils aussi en ligne. Ces initiatives de collecte des données au sujet des Autochtones, surtout au Canada, ont fait partie d'un processus en continu de colonisation. Et ça fait partie de l'expérience de génocide et de violence. Les impacts du colonialisme sont partout dans les systèmes provinciaux et dans les politiques, imbriqués dans le système de justice, la santé, l'éducation, la protection de la jeunesse, pour ne nommer que ceux-là. Et ici, on appelle ça le colonialisme des données. Alors, cela a créé un racisme systémique et institutionnel, une inégalité parmi d'autres méfaits, et cela continue à dominer via le processus d'une accumulation capitaliste par la dépossession. Alors, le colonialisme des données a été promu par un chercheur particulier. Lorsque nous pensons aux données et que nous pensons aux droits et aux peuples autochtones, je ne suis pas là pour parler de la souveraineté. Ça, c'est pour les Autochtones eux-mêmes de déterminer. Mais je suis familière quand même avec la déclaration et je crois qu'il y a une relation entre la souveraineté des données et l'autonomie. Si nous cadrons cela dans la Déclaration des Nations unies, depuis longtemps, nous collectons des données. Lorsqu'on parle de données dans le contexte de la Déclaration des Nations unies, nous voyons qu'il y a une corrélation entre les données et des droits précis. Les Autochtones ont le droit de maintenir, de contrôler, de protéger et développer leur héritage culturel, leurs connaissances traditionnelles et leurs expressions culturelles, incluant toute forme de connaissances, par exemple les médecines, des histoires vécues sacrées, traditions orales et toutes les façons d'être et de connaître dans le monde. Les peuples autochtones ont le droit aussi de maintenir, contrôler, protéger et développer leur propriété intellectuelle.
Alors, une chose que je voulais partager, c'est qu'en Colombie-Britannique, en 2019, le gouvernement provincial, la loi DRIPA. Alors, il y a 4 composantes dont je veux parler. Premièrement, l'article 3, que le gouvernement doit faire en sorte que sa législation respecte la déclaration. Numéro 4, ils doivent développer un plan d'action en consultation et en coopération avec les Autochtones pour rencontrer les objectifs de la déclaration. L'article 5, rapport à la législature pour suivre le progrès par rapport à l'harmonisation des lois en lien avec le plan d'action, ainsi que de fournir des rapports au 30 juin à chaque année à cet égard. Et articles 6 et 7, une flexibilité au niveau de la gouvernance autochtone pour exercer une certaine autorité ensemble avec eux par rapport aux données. Donc, pour ce qui est des données, la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, encore une fois, la gouvernance des données devient très importante dans ce processus. Et si c'est nouveau pour vous, la gestion et la gouvernance des données, je sais que cette information peut vous dépasser. Depuis une couple de décennies, les communautés autochtones et les gouvernements ont fait basculer un peu l'équilibre au niveau du pouvoir. Différentes méthodes ont été utilisées pour collecter ces données. Je sais que souvent, il y a des connotations négatives lorsqu'on parle de recherche et de données partout dans l'histoire. Et je crois vraiment que lorsque les gouvernements autochtones et les communautés prennent le contrôle des données collectées par rapport au peuple, ils peuvent avoir le pouvoir par la suite de raconter les histoires derrière ces données et les utiliser pour soutenir les efforts vers l'autodétermination et la souveraineté. Alors, qu'est-ce que la souveraineté des données autochtones? Le mouvement actuel par rapport aux données ouvertes et la science ouverte qui a été promu dans plusieurs institutions au sein du gouvernement, dans l'académia, secteur public, secteur privé. Dans mon opinion, cela n'engage pas pleinement les droits et les intérêts des Autochtones. C'est seulement lorsque les gouvernements autochtones et les communautés autochtones prennent le contrôle sur les données collectées par rapport à leur peuple pour qu'ils puissent raconter les histoires qu'ils veulent. Ils peuvent utiliser cela pour soutenir les efforts vers l'autodétermination et la souveraineté. Donc, la souveraineté des données, la souveraineté autochtone des données, c'est le droit d'une nation, de groupe de personnes d'exercer un contrôle sur la gouvernance de la collecte des données, l'application et la propriété. La gouvernance des données, c'est la responsabilité qui accompagne l'affirmation de ce droit. Alors, cette diapositive nous donne un visuel de certaines choses que j'ai décrites. L'articulation des droits des peuples autochtones et l'intérêt dans les données par rapport à leur peuple, leur culture, leur territoire, ça fait partie de reprendre le contrôle sur nos données. Alors, les systèmes de données, les narratifs des données, dans le contexte de données ouvertes. On parle de bénéfices collectifs, repositionner des personnes et des communautés, qu'ils ne soient pas seulement des sujets des données, mais qu'ils en deviennent des utilisateurs pour développer leur mieux-être, d'aller chercher des données pour la gouvernance et leur gouvernance. Ils passent d'une invisibilité dans ces écosystèmes de données pour devenir des contributeurs aux politiques en lien avec les données, les pratiques, l'éthique et l'innovation. Donc, dans cette diapositive, et je ne suis pas certaine si Chelsea, vous avez les liens, sinon je peux aller les chercher. Je voulais partager avec vous certaines vidéos par rapport aux principes, par rapport au CAP, propriété. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec Gwen, elle m'enseigne beaucoup par rapport aux données, aux principes de données, l'importance du libellé lorsqu'on parle de souveraineté et de droit. Alors, j'aimerais partager quelques-unes de ces réflexions et aussi avec le Conseil des Premières Nations, FNIGC. Alors, pour le son, je ne sais pas si ça va fonctionner.
Si quelqu'un peut me dire si ça fonctionne, ce serait formidable. Merci. Alors, notre intérêt, c'est de collecter des données qui nous aident à déterminer jusqu'à quel point nous sommes forts et en santé comme peuple. Ce que le gouvernement fédéral fait, c'est de réduire les écarts par rapport à comment bien nous sommes et comment bien sont les Canadiens. Pour nous, c'est de mesurer la civilisation. Pourquoi le faire? L'autodétermination, c'est de décider qui vous êtes, qui vous étiez, qui vous êtes aujourd'hui et qui vous voulez être. Et les données accompagnent cela. Merci. Et ensuite, vidéo suivante de FNIGC. CGIPN, Centre de gouvernance de l'information des Premières Nations. Les Premières Nations ont toujours compris la valeur de la communauté, l'importance du respect et le besoin de protéger nos ressources pour les générations futures. Et aujourd'hui, l'une de nos ressources les plus importantes, c'est l'information. Les Premières Nations ont toujours collecté des informations. Lorsque nous chassons ou cueillons, nous nous engageons dans la collecte d'informations qui a un impact direct et important dans nos vies. Les Premières Nations comprennent que l'information, ce n'est pas juste des chiffres et des sondages. Ça comprend la culture, l'identité, les traditions et l'autodétermination. Voilà pourquoi le Centre de gouvernance a été créé depuis 1986. Sa mission a été de respecter les valeurs de PCAP. Donc, la propriété, le contrôle, l'accès et la possession des données en leur possession pour s'assurer qu'ils soient les intendants de leurs propres informations. Donc, propriété individuellement et collectivement en tant que communauté. Ça les met en contrôle, qu'ils puissent décider comment utiliser cette information, par qui, dans quelles conditions. Cela assure l'accès, le droit de déterminer qui a accès, peu importe où cette information se trouve, et ça définit la possession pour montrer qu'ils ont le pouvoir d'utiliser leur information au bénéfice de leur propre communauté. La possession est essentielle pour que la propriété, le contrôle et l'accès soient possibles. De prendre ces principes, il y a une idée importante ici, que les Premières Nations comprennent leurs propres besoins et sont les mieux placés pour gouverner leurs propres informations. Le droit des Premières Nations et des communautés de détenir la propriété, de contrôler, d'accéder leurs informations, c'est relié à l'autodétermination et à la préservation et le développement de leur culture. Le Centre de gouvernance, c'est un organisme national pour soutenir les Premières Nations partout au Canada au niveau de la gestion et de la gouvernance des données. Leur travail, c'est d'affirmer le PCAP dans la collecte des données et la recherche, les sondages, les questions, qui sont déployés partout au pays, que les Premières Nations soient impliquées dans tous les aspects. Et en fait, ils ont pris la direction de plusieurs sondages dans ce pays. Notre mission, c'est de soutenir la capacité locale et régionale pour la collecte de données et d'informations, l'interprétation, l'analyse, et de traduire cela dans la connaissance et que ce soit disponible pour le leadership pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Cela aide à créer un standard pour les relations qu'ils ont avec les chercheurs et cela crée un espace éthique où ils peuvent faciliter les conversations par rapport à la recherche et s'assurer que ce soit culturellement pertinent et sécuritaire aussi pour la communauté. PCAP appartient aux communautés autochtones, bien que le Centre de gouvernance est libellé ainsi. Ça les aide, ça les oriente dans leur recherche. Le PCAP
aide les Premières Nations à exercer l'autodétermination parce que l'information leur appartient. Les Premières Nations sont dans une position pour déterminer comment leur information est utilisée, qui y a accès, comment elle est colligée, comment elle est interprétée. Je crois que c'est l'un des éléments importants par rapport à cela. Les Premières Nations ont le contrôle de leurs informations. Ils doivent faire partie aussi de l'interprétation de ces informations. C'est important qu'ils aient le dernier mot parce que, ultimement, cette information les concerne. La reconnaissance de notre souveraineté, d'exercer notre souveraineté, c'est le but et l'objectif, ce faisant, dans l'exercice de cette souveraineté, c'est d'améliorer la qualité de vie de nos peuples et de rééquilibrer cette relation de gouvernement à gouvernement. Nous avons la capacité de mesurer notre mieux-être par rapport à ce qui a du sens pour nous et nous voulons que ce soit décrit de manière positive. Le questionnaire sur la santé régionale, c'est une très grande géographie, beaucoup de peuples y sont impliqués. Alors, c'est tout un défi d'aller chercher ça. Les Premières Nations vivent dans un monde basé sur des données probantes. Alors, pour nos communautés, pour avoir des résultats positifs, nous devons avoir des données de qualité pour pouvoir évaluer où nous en sommes et vers où nous nous dirigeons. Ils doivent être les intendants de leurs propres informations. Nous connaissons les meilleurs processus pour nous-mêmes et nous pouvons gérer nos informations. Cette information est essentielle pour que nous puissions faire notre recherche nous-mêmes. Sinon, nous n'avons pas d'informations précises et on ne peut planifier pour un avenir cohérent. La gouvernance, c'est important de définir la direction que nous voulons prendre, comment nous allons nous y rendre. C'est important. Et d'être informé en cours de route, c'est un aspect très important. La destination, la trajectoire, la bonne information, une bonne gestion des données, c'est la carte routière pour le futur. Merci. Alors, vous avez une opportunité d'entendre des experts au niveau des données autochtones par rapport aux données importantes, par rapport à la propriété, le contrôle, l'accès et la possession, mais aussi par rapport à la souveraineté. Dans le livre que vous avez devant vous, a été écrit pour des membres non autochtones, des praticiens, pour qu'ils puissent inviter et considérer les manières dont ils soutiennent certaines façons de réfléchir et comment ils exercent leurs activités de recherche qui peuvent avoir des impacts dommageables. Donc, avec PCAP, ce sont des principes de base qui ont été établis par le Centre d'information et vous pouvez aller chercher davantage de détails sur le PCAP si vous allez voir notre site Web et la vidéo est disponible là aussi. Lorsqu'on parle de propriété, c'est la relation des Premières Nations à leur culture, leurs connaissances, leurs données. Un groupe ou une communauté est propriétaire de données, tout comme un individu détient ses informations personnelles pour le contrôle, les Premières Nations, les communautés, leurs représentants. Donc, désolé, ça a coupé. Alors, c'est le principe s'étend au contrôle des ressources et au processus de révision, le processus de planification, la gestion de l'information et plusieurs autres composantes. L'accès, les Premières Nations doivent avoir accès aux informations qui les concernent. Alors, cela concerne des décisions au niveau de la gestion lorsqu'ils ont accès à cette information collective. La possession, c'est le contrôle physique des données, le mécanisme où la propriété peut être affirmée et protégée. Alors, vous pouvez considérer cela.
Il y a des principes PCAP qui sont très importants. Le mouvement actuel pour les données ouvertes et la science ouverte ne s'engage pas pleinement avec les droits des peuples autochtones ni avec leurs intérêts. Les principes existants dans le mouvement des données ouvertes, comme les principes FAIR, donc équitable, accessible, interopérationnel et réutilisable. Donc, cela augmentera le partage entre entités tout en ignorant les contextes historiques et les écarts de pouvoir. Alors, nous devons faire attention et considérer que les Autochtones veulent un plus grand contrôle au bénéfice collectif. Les autres principes que je voulais mentionner, les principes CARE vers la gouvernance autochtone. Alors, cela reflète le rôle essentiel des données pour faire avancer l'innovation et l'autodétermination autochtone. Ces principes sont un complément aux principes FAIR, encourageant d'autres mouvements de données, soit ouvertes ou autres. Donc, les préoccupations par rapport à... désolée, c'est très vite pour l'interprète. Elle lit son texte. Alors, premièrement, incluant les connaissances traditionnelles et deux, de soutenir les données ouvertes et le big data, le groupe de souveraineté des données autochtones. On parle ici de réseaux et d'individus qui développent ces principes pour la gouvernance des données, avec des OSBL, des universités, etc. C'est là pour que vous puissiez le considérer. Pour les avantages collectifs, on parle d'écosystèmes qui devraient être conçus de sorte à ce que les Autochtones peuvent en retirer des bénéfices. L'autorité de contrôle, les droits des Autochtones au niveau des données doivent être reconnus et leur autorité de contrôler ces données devrait être habilitée. La gouvernance des données autochtones fait en sorte que les Autochtones puissent déterminer comment ils sont représentés avec ces données. La responsabilité, ceux qui travaillent avec les données autochtones ont la responsabilité de savoir comment ces données sont utilisées et comment cela va contribuer à l'autodétermination et la souveraineté. Les droits des Autochtones devraient être la première préoccupation à toutes les étapes du cycle de vie dont nous avons parlé. Je vous ai parlé des différentes étapes plus tôt. La diapositive suivante, vous pouvez utiliser dans votre travail, mais c'est une comparaison des principes de données. Donc, de la Nouvelle-Zélande, donc le principe la gouvernance, les principes aux États-Unis et les principes ici au Canada aussi. Et donc, de considérer les données ouvertes en général. Donc, tous ces principes alors, voilà un aperçu pour vous donner des comparaisons et une façon résumée. It is a good one. Thank you. All righty, let me just go and see if I can do a screen share here. Je vais revenir à la diapositive parce que c'est une bonne diapositive. Voici les principes de données que j'ai mentionnés et je vais les réitérer ici. Donc, de voir les principes autochtones et les principes en général. Donc, de la Nouvelle-Zélande, vous avez des principes de souveraineté, de l'Australie, des protocoles de souveraineté des données aux États-Unis, des principes de gouvernance au Canada, des principes de gouvernance des données. Et voilà plusieurs qui en sont énumérés. En général, on voit les principes de données ouvertes, des principes FAIR pour la gestion et l'intendance et STREAM
pour l'industriel et les données de commodité. Donc, de considérer ces principes, de voir les ressemblances, mais aussi les omissions dans ces approches pour ces principes et cette éthique. Donc, je voulais vous laisser avec quelques questions pour que vous puissiez les considérer. Pour le principe CARE, de considérer l'éthique et la manière que nous créons un espace éthique lorsque nous interagissons avec des organisations, des gens, des communautés. Il y a 4 questions que je vais vous laisser quant à ces principes CARE. Voici les 2 premières, ensuite les 2 autres. Alors, de réfléchir à comment vous pouvez approcher certaines de vos discussions pour la suite des choses à partir de ce que j'ai partagé avec vous au cours de cette présentation. Donc, ceci dit, ça m'amène à la fin de ce que je voulais partager avec vous. Je ne suis pas certaine si nous allons passer à une période de questions ou de commentaires, mais certainement, je suis heureuse de les prendre. Merci encore de m'avoir invité ici pour partager avec vous. J'espère que mon travail pourra vous aider pour vous soutenir pour la suite des choses. Merci beaucoup, Jacqueline. Quelle information incroyable. Et c'est quelque chose que j'ai appris dans la première vidéo, c'est que notre infrastructure actuelle mesure l'assimilation, à quel point qu'on se fait assimiler. C'est quelque chose à considérer. Et je ne l'avais jamais considéré. C'est une façon dont le racisme s'intègre dans ce que nous voyons. Donc, ce sont des informations incroyables. Il y a beaucoup de choses à considérer en avançant vers un processus de comment nous collectons nos données pour pouvoir performer cette évaluation. Donc, je voulais voir si les gens ont des commentaires ou des questions. Il y a beaucoup de choses à considérer. Nous avons une question. Mon nom est je viens de Victoria. Bonjour. Vous avez mentionné que votre livre se concentre vraiment vers des lecteurs non autochtones, mais comme femme autochtone qui partage ces informations avec ma famille, ma communauté, c'est très important. Je dirais qu'un exemple facile, c'est la souveraineté des données dans les soins de santé. Dernièrement, j'avais une maladie chronique et à chaque fois que je parlais à un médecin, je disais, ah, c'est l'arthrite inflammatoire. Avez-vous des études des Autochtones avec ces maladies? Avez-vous des études ou des rapports sur des Inuits avec ces maladies chroniques? Non. Alors, dans tous les aspects de ma vie, j'ai questionné les gens avec qui j'ai des interactions afin de m'améliorer, afin d'améliorer le dialogue ouvert, afin de permettre l'interlocuteur de questionner le travail qu'ils font, que ce soit un coéquipier ou un membre de la famille. Je peux juste questionner pour voir si leur travail est valide. Mais c'est important pour les Autochtones de comprendre et de partager ce savoir de cette façon. Ce n'est pas tout le monde qui le comprend. Il y a 5 ans, je ne comprenais pas l'importance de la souveraineté des données, mais je voulais juste vous remercier. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup vos belles paroles et d'avoir partagé votre histoire. Et dans le livre, je parle beaucoup de sécurité culturelle et il y a beaucoup de questions que je pose dans le livre pour réfléchir sur la façon que nous
pensons et agissons dans le monde. Alors, je voulais vous remercier. Hein, et je vais le prendre à cœur. Il y a une autre question. Et j'ai une question. Dans l'expérience, dans votre travail, est-ce que vous avez des commentaires ou des pensées de comment, quand je parle des médias, je parle des journalistes, comment ils utilisent les données quand on parle de faire un rapport sur les Autochtones? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est sorti de votre recherche? Oui, c'est une question très importante. Dans mon travail, il y a des pensées que j'ai montées sur la mobilisation du savoir. Alors, les données en soi racontent des histoires. StatCan a un cours qui s'appelle Raconter des histoires ou les histoires par les données. Mais je pense que les gens se réfèrent aux informations quand ils font le partage. Et je pense que c'est relié à la façon qu'on interagit de façon éthique avec le savoir qui est présenté. Il y a des questions avec les gens qui prennent des statistiques de toutes sortes d'organismes et ils peuvent faire une présentation là-dessus sans comprendre comment la question elle-même a été posée. Est-ce qu'elle a été validée ou est-ce qu'elle a été créée par la communauté qui a monté cette question? Quel est le savoir qu'elle générait? Et les médias peuvent être une extension et vont recréer la construction sociale de la réalité. Je reviens à l'expérience quand j'enseignais dans un cours de formation statistique. Dans ces échanges, il y avait des gens qui arrivaient des médias pour des cours. Il y avait des sondages d'un début à la fin. J'ai aimé quand les gens se rendaient là et les gens qui se servaient des données et on va le présenter sans le savoir. Je voulais monter une liste de questions, de 15 ou 20 questions qu'il faut poser quand vous voyez les statistiques et j'ai trouvé que les gens qui viennent des médias le trouvaient très aidant. Et dans le livre, je me rends à ces enjeux plus approfondis. Et quand vous le présentez au monde, est-ce que ça peut être mal représenté? Donc oui, il y a une composante factuelle ici, mais il y a une interprétation subjective qui arrive. Et il faut être assez honnête sur ces conversations pour avoir un engagement plus critique ou des études de données critiques. Quand on parle des chiffres que nous utilisons et la façon dont ils représentent certaines choses. Oui, mais je trouve que oui, les médias ont un grand rôle à jouer et ce serait bien de voir les gens qui s'engagent dans ces questions plus profondes avec la génération et le partage du savoir. Il y a tellement de valeur ici, c'est tellement, c'est provocant. Je ne vois pas les gens qui sont au microphone avec des questions, alors je voulais vous remercier beaucoup. Comme j'avais dit, il y a beaucoup de leçons apprises ici. Et j'ai hâte de le lire. Merci d'avoir été ici avec nous. Merci de m'avoir invité. C'est un honneur pour moi. Et si vous avez besoin de quelque chose, vous savez comment me rejoindre. Merci et bonne chance avec le reste de votre rassemblement.